La plupart des gens qui parlent de liberté financière vont parler de voyager, de boire des mojitos, de se mettre dans un hamac, de s'acheter des Lamborghini ou d'aller vivre à Dubaï. Moi, ma liberté financière, elle me permet de me dégager du temps pour penser, pour essayer de créer du contenu qui me touche et du contenu que j'aimerais entendre. Et on pourrait dire oui, mais alors il y a l'intelligence artificielle qui peut remplacer ça. Eh bien, pas du tout en fait. Donc, il faut apprendre à le piloter et j'ai assumé le fait d'être à découvert et de me mettre dans une situation vraiment compliquée financièrement, au point de même pas pouvoir mettre d'essence parce que ma carte bleue était refusée. Cette nuit-là, c'est là que j'ai lancé ma formation. Et là, j'ai fait 56 ventes à 1450 €. Et pour rien au monde, je ne changerai ma vie. Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création, abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Comment vivre de l'écriture sur le web pour pouvoir bosser de n'importe où dans le monde, pour avoir plus de flexibilité, pour pouvoir développer son indépendance financière et bosser sur des projets que tu kiffes au quotidien. Comment être maman et entrepreneur, comment vivre avec l'IA quand on est un créatif, quelle place ça prend au quotidien. Pour parler de tout ça, j'ai invité Lucie Rondelet à participer au podcast Créateur Nomade. Mais avant de démarrer cette interview, j'ai une question à te poser. Quel est ton profil de freelance? Pour t'aider à y répondre, on t'a créé un quiz qui permettra de créer un plan d'action en fonction de tes résultats. Ça t'évitera de t'éparpiller, ça te permettra de te démarquer et surtout de cartonner en freelance. Et c'est parti pour l'interview avec Lucie qui a vécu aux 4 coins du monde. Hello Lucie, bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Ça fait plaisir de t'accueillir parce que ça fait un moment qu'on se parle, qu'on se voit, on s'est vu à Montréal, on s'est vu chez toi et tout. Mais t'étais pas encore intervenue sur le podcast Créateur Nomade. Comment ça va aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'invitation, Clem. Ça va très très bien. Et toi? Bah ça va bien. Je suis contente de te voir ici parce qu'on va parler justement de créativité et de voyage. Parce que tu as eu un parcours atypique, mais chez nous qui est plutôt pas atypique chez les créateurs nomades. Mais ça va être intéressant de creuser avec toi ton parcours, de découvrir tout ce que tu as fait aussi, parce que tu es une personne avec plein de casquettes. Et c'est hyper intéressant, notamment pour les gens qui nous écoutent, puisqu'ils adorent faire plein de choses dans la vie, comme toi. Et je pense que tu peux être un bon moteur pour les motiver. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je suis Lucie Rondelet, j'ai 39 ans. J'habite aujourd'hui en région parisienne après avoir vécu au Japon, en Guyane, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. J'ai pas mal voyagé. À la base, j'avais fait un BTS tourisme. Bref, aujourd'hui, j'ai fondé un organisme de formation en rédaction web, en écriture digitale, copywriting, social media management, qui est donc un organisme de formation reconnu par l'État avec les financements qui vont avec et compagnie. Pour nos élèves, on a formé plus de 4000 personnes en reconversion professionnelle qui aujourd'hui vivent de l'écriture digitale. Et puis, à côté de ça, j'ai une agence de stratégie digitale et business avec une associée. Et j'ai aussi fondé le média Celles qui osent, qui est un média d'actualité culturelle où on interviewe des femmes, donc vous avez interviewé aussi, entrepreneurs, des actrices, des journalistes, des gens plus ou moins connus. Et on a aussi un podcast d'interview. Et j'ai une chaîne YouTube, un podcast aussi pour l'écriture digitale. Et j'écris des livres. Que ce sera en vidéo. Tiens, tout à l'heure, j'ai fait un live, donc voilà, sur le copywriting responsable, la rédaction web SEO, etc. Et je suis maman de 2 petites filles qui commencent à être grandes. Voilà. Tu fais plein de trucs. T'es maman. Comment tu fais pour que tout ça se conjugue? C'est quoi ta recette? Jusqu'à ce que je sois séparée, je travaillais beaucoup la nuit. Aujourd'hui, je suis en garde alternée pour mes enfants. Donc, je travaille à fond quand j'ai pas mes enfants. Quand je les ai, souvent, je travaille le soir ou quand elles sont à l'école. Et surtout, je suis très bien entourée avec une équipe exceptionnelle. J'ai pu déléguer beaucoup de choses. J'ai des salariés et c'est vrai que ça me permet d'être sur les volets qui, moi, m'intéressent, la créativité principalement et la communication. Et quand t'avais pas une grande équipe comme ça, quand tu repenses à Lucie au démarrage, comment t'as réussi à conjuguer tout ce que t'avais envie de faire et le fait de devenir maman? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour toi à gérer ou t'avais une méthode ou une organisation qui te permettait d'accomplir tout ce que t'avais envie d'accomplir? Alors malheureusement, ma technique n'est pas du tout recommandée puisque pendant 4 ans, je pense que j'ai dormi en moyenne 5 heures par nuit.
alors que j'avais 2 enfants, donc un bébé quand j'ai lancé mon blog. J'ai lancé le blog l'année de naissance de ma 2e fille et ma grande avait 3 ans. Donc j'ai travaillé comme ça. Je travaillais même avec le porte-bébé et l'ordinateur, ou je travaillais même en vocal avec la poussette et je faisais mon sport en même temps. L'idée, c'est de faire plusieurs choses à la fois. C'est très pratique, mais ce n'est pas recommandé. Au niveau de l'organisation, j'essaie d'appliquer la loi de Pareto, et surtout, je pense que ce qui m'a servi au début, mais qui va pas forcément être un bon tips parce que vous, si vous êtes des solopreneurs, mais ça a été dès que j'ai fait suffisamment de chiffres, de déléguer. Je veux dire, dès que j'ai lancé pour ma part ma formation en rédaction web, immédiatement j'ai délégué. Mais genre 3 jours après avoir reçu l'argent, j'ai délégué. Et j'ai fait ça depuis toujours, et ça m'a permis d'aller plus loin, plus vite. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait peur de déléguer. Moi, j'ai mis vachement de temps à me dire, ok, je vais un peu... je vais un peu lâcher le truc, même entre guillemets déléguer à Mumu, parce qu'au début j'étais freelance toute seule et on faisait le blog et tout, mais j'avais quand même beaucoup les mains dans le cambouis, et donner de plus en plus de place à Mumu, ça a été un challenge. Puis après, d'embaucher des gens pour l'équipe, ça a été un challenge, mais c'est vrai que ça peut vraiment te changer la vie. C'est une étape plus tard à mettre en place. Tu nous as parlé un peu de voyage, et justement tu as écrit il y a quelques jours sur Instagram que c'était une des raisons pour lesquelles tu avais lancé ton activité sur le web, de pouvoir travailler en voyageant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mode de vie et de ce qui t'inspire dans les voyages, ce que ça change chez toi? Je suis allée déjà au Japon en visa vacances-travail quand j'avais 20 ans, en 2006. Et en fait, quand j'étais là-bas, je cherchais plein de jobs. Et du coup, à l'époque, figurez-vous qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup Internet. Les téléphones portables n'étaient pas des mobiles, des smartphones, mais des vieux machins, genre le 3310, ou alors j'étais à la ramasse. Et donc, j'ai dû chercher plein de boulots sur place. Alors j'ai fait de la figuration, j'ai joué, j'ai fait des trucs pas possibles, des pubs pour des robes de mariée, des pubs pour Pepsi en roller dans les supermarchés. Et j'ai donné des cours de français. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'il est possible de faire, je me dis, mais s'il y avait eu Internet tel qu'il existe aujourd'hui, quand je suis allée au Japon, mais je me serais éclatée parce que j'aurais fait plein de petites missions, je me serais formée, j'aurais travaillé. Ça m'aurait permis de voyager dans tout le Japon parce que les missions dont je vous parle là, c'était clairement la dèche. Je me tapais 1h30 de transport dans le métro japonais pour aller donner des cours à des élèves. Donc ça me prenait énormément de temps pour gagner très peu. Quand je retirais le prix du transport, parfois il me restait 5 euros. Du coup, je m'achetais une soupe lyophilisée et voilà. Et je tenais comme ça pour vivre au Japon. Alors qu'aujourd'hui, on a un ordinateur, on peut travailler de n'importe où, on peut se déplacer, on peut faire, pourquoi pas, du woofing. J'ai fait du woofing pendant 3 mois au Japon. Aujourd'hui, je pourrais totalement financer mes voyages en woofing en travaillant, parce qu'en woofing, on travaille bénévolement dans des fermes et on a le gîte et le couvert. Donc quand vous faites du woofing, vous pouvez complètement imaginer, on doit travailler 4 heures par jour pour le fermier, le paysan. Donc vous pouvez envisager de travailler 4 heures pour le paysan. Et puis le reste du temps, travailler un petit peu, on fait 2-3 missions. Je parle de la rédaction web. On écrit un article, on est payé, j'en sais rien moi, 80 euros. Et on gagne 80 euros alors qu'on a repiqué le riz, rencontré des gens d'Australie, de Nouvelle-Zélande, machin. C'est génial. Bon, je suis trop vieille pour faire ça. Non, je suis pas trop vieille, mais j'ai des enfants, je fais pas ce que je veux, qui sont scolarisés. Et puis elles ont un papa quelque part, chez qui elles doivent aller une semaine sur 2. Pour ta retraite. Pour ma retraite, je retournerai faire du woofing. Non, mais je trouve ça génial. Et alors, après, moi, c'est plus sur le côté liberté géographique et liberté tout court, de pouvoir travailler en ligne qui m'a plu. Parce que quand j'étais en Martinique, donc j'ai été maman pour la première fois quand j'étais en Martinique, j'étais agent de voyage et je partais à 6h30 du mat et je rentrais à 18h30 parce que je me prenais les embouteillages le matin, je devais laisser mon bébé chez la nounou, après je mangeais sur place, après aller au parking, chercher la voiture, rentrer, gna gna gna. Et là, je me disais, mais et du coup, le week-end, tu fais quoi? Tu fais le ménage, les courses, les lessives, avec en plus, je m'étais embêtée, les couches lavables et tout. Et les vacances, tu fais quoi? Tu pars pas en voyage en Guadeloupe ou en Guyane ou quoi, ou autour de la Martinique. Non, non. T'as un bébé, donc la famille veut les voir. Et donc, tu rentres en France pour voir ta famille, parce que t'en as envie aussi, bien sûr. Et donc, étant donné que tu es contrainte à tes 5 semaines de vacances par an, et toutes tes vacances, tu dépenses tout ton argent pour rentrer chez toi. Tu ne profites pas de tes vacances et toute l'année, tu profites pas de ton bébé. Donc, j'ai eu ma fille en avril 2014 et en août
2015, je créais ma société de rédaction web. Quand il y a une problématique, je suis très axée solution, problème. Trouver la solution, ça devient mon obsession jusqu'à ce que je me débarrasse du problème. Donc, entre-temps, on a déménagé de Fort-de-France à Nouméa, donc à quelques 25 000 kilomètres. Un petit déménagement à 3 avec un bébé et j'ai créé mon entreprise et ça a super bien marché et pour rien au monde je ne changerai ma vie vraiment c'est tellement génial et que voilà c'est fait pour moi en tout cas. Je sais c'est pas fait pour tout le monde, je comprends pas les gens pour qui c'est pas fait, mais en tout cas c'est fait pour moi. Du coup, pour toi, ça a été le point de départ, en fait, cette prise de conscience de... Parce que je comprends tellement ce que tu viens de dire. Quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, je vais voyager. Ah bah en fait, non, parce qu'on a 2 semaines de vacances par an. Puis les 2 semaines, tu les passes pour rentrer voir ta famille. Bah c'est ça, au bout de 4 ans, je me suis dit, non, ça marche pas, là. C'était pas du tout ça, le plan. Et je me suis dit, ok, bon, j'avais pas de bébé à l'époque, mais maintenant que j'ai un bébé, je vois l'idée que tu dois de toute façon rentrer pour qu'il connaisse ses grands-parents, ses cousins et tout. Et c'est vrai que c'est un enjeu quand tu as envie de voyager. Le statut de freelance t'apporte vachement de flexibilité au final et de liberté et ça fait la différence. Du coup, tu as développé ton entreprise et ensuite tu as développé la partie formation en ligne, c'est ça? C'est ça, donc moi j'ai commencé la rédaction web en plus de mon job d'agent de voyage. Je travaillais le soir et le week-end, en plus de tout ce qu'on vient de dire, les lessives et compagnie. Mais ça m'éclatait vraiment, je me régalais. Et parce qu'en rédaction web, en fait, c'est super drôle, surtout que j'avais des commandes sur les plateformes de rédaction. Et alors, mais ça me faisait des soirées entières à raconter aux copines et tout ce que je faisais. Mais qu'est-ce qu'on se marrait parce que bon, je vous passe les trucs un peu hard, mais vraiment, c'était drôle. Et on apprend tellement de choses quand on fait de la rédaction web parce qu'on doit chercher des informations sur tous les sujets. Donc toute la journée, on cherche, on se met dans la peau de l'entrepreneur, on regarde ce qu'il y a sur le site, on lit des articles pour pouvoir écrire dessus, on fait des recherches, machin. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça m'a donné envie de lâcher mon job d'agent de voyage. Et donc, j'ai créé mon entreprise en 2015 à Nouméa. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'avais beaucoup de demandes parce que quand je racontais ce que je faisais, les gens, ça leur faisait tellement envie que je me suis dit, c'est bête, c'est pas un métier qui existe et pourtant ça pourrait être un métier à temps plein, la preuve. Et les besoins, ils sont infinis puisqu'il y aura beaucoup plus de sites internet francophones et n'en parlons même pas de pages web à écrire que de personnes qui peuvent les écrire. C'est statistique, on se pose pas la question. Il peut y avoir 4000 rédacteurs web, c'est rien. C'est même pas ce qui est publié chaque heure sur le web francophone. Donc, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. Et c'est là que j'ai créé mon blog qui a cartonné en 6 mois. J'avais plus de 1000 visites par jour dessus. Et on m'a demandé des coachings. J'ai commencé avec du coaching. Les gens étaient hyper contents de mes coachings. Et du coup, j'ai essayé, comme j'ai vu que je répétais tout le temps la même chose, je me suis dit, tout ce que je répète, je peux le transformer en formation. Tout ce qui est répétitif et qui n'est pas vraiment adapté à la personne que j'ai en face de moi. Donc, tout ce qui était répétitif, j'en ai fait du contenu fixe. Et le reste, je l'expliquais, je répondais aux questions en coaching commun avec la méthode de Olivier Roland dont on a suivi la formation toutes les deux. Quand tu racontes ton parcours, on voit vraiment que tu as utilisé la stratégie de la transition parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je me lance en freelance et du coup il faut que je quitte tout, que je lâche tout et du coup j'aurai jamais d'autres revenus. Mais c'est cool parce qu'on voit que toi à chaque étape tu as fait la transition. Est-ce qu'en parallèle de ton activité de blogging tu continues à avoir des clients et tu as fait le switch tranquillement? Je suis assez peu modérée comme personne. Et donc, quand j'ai commencé à faire mon blog, j'ai pratiquement lâché tous mes clients. Et au fur et à mesure qu'on m'écrivait sur le blog et qu'on me disait j'aimerais bien tester la rédaction web et tout, je distribuais tous mes clients. Je disais tiens, vu que je m'éclate sur le blog, tiens, il y a tel client, j'ai plus envie d'écrire pour lui, machin. Et j'ai commencé à me délester comme ça de tous les clients sans réfléchir. Parce que je pense toujours à la phrase de Coco Chanel qui manque de modestie, mais bon, j'assume. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. En fait, je me disais, un jour j'ai réussi à trouver des clients, donc si je les donne, c'est pas grave. Si un jour ça marche pas, j'en trouverai d'autres. Donc j'étais très à l'aise. Je précise que je ne suis pas du tout rentière, que je viens d'un milieu plus que modeste et que je ne vivais pas au crochet d'un homme non plus. Je veux dire, je m'assumais totalement et j'ai assumé le fait d'être à découvert et de me mettre dans une situation vraiment compliquée financièrement, au point de, je l'ai raconté plusieurs fois, mais de même pas pouvoir mettre d'essence parce que ma carte bleue était refusée. Et cette nuit-là, c'est là que j'ai lancé ma formation.
Quand j'ai pas pu mettre d'essence, j'ai lancé ma formation. Et là, j'ai fait 56 ventes à 1 450 €. Ouais, t'as vraiment mis tout le paquet dessus, quoi, sur apporter un max. Et 3 jours après, t'as commencé à déléguer, à construire ton entreprise qui maintenant est énorme. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement des différentes options de carrière qui existent pour les personnes qui nous écoutent, qui savent pas trop, ils aiment écrire. Il y a plusieurs métiers dans l'écriture digitale. Est-ce que tu peux nous parler des différentes options qui existent pour eux ? Alors l'écriture digitale va être finalement partout parce que une bonne newsletter, c'est un bon rédacteur web ou une bonne rédactrice web qui peut être derrière. La communication, alors évidemment la base, une page à propos, une page d'accueil, des articles de blog, ça c'est vraiment la base du rédacteur web. Ça peut aller beaucoup plus loin. On peut par exemple, quand on a un domaine d'expertise, moi je me souviens que j'écrivais pour un de mes clients qui était expert en e-réputation. Et il me demandait de lui écrire des articles pour faire des chroniques sur Village de la Justice, par exemple. Donc il allait faire des chroniques. Moi, je fais des chroniques sur le journal du net, par exemple. Et là, je vais en faire peut-être sur Welcome to the Jungle. Je l'ai fait moi-même parce que c'est du personal branding et parce que j'ai envie d'écrire moi-même, de signer... Ouais. Quand je signe de mon nom, je veux que ce soit moi qui ai écrit. Mais il y a des gens qui ont pas besoin de ça. Moi, c'est ma spécialité, l'écriture digitale, donc je vais pas faire rédiger ce genre de chronique par quelqu'un d'autre. Mais pour la plupart des clients, ils vont être très contents d'avoir quelqu'un qui rédige une chronique à leur place et qui signe de leur nom. Donc ça peut aller jusqu'à un client qui nous dit je te laisse un message WhatsApp où je partage mon expertise et à partir de ce que je t'ai dit, tu vas le transformer en chronique et tu vas signer de mon nom. Ça leur fait gagner en notoriété, ils vont pouvoir recevoir des backlinks sur leur site, des sites avec un bon page rank, du bon jus de lien, désolé si c'est du jargon de référencement naturel. Voilà, comme je disais, newsletter, post sur les réseaux sociaux, ghostwriting sur les réseaux sociaux, contenu de formation, résumé des cours de formation, fiche de révision. On peut avoir, par exemple, la page de bienvenue sur une formation. On peut avoir la vidéo de bienvenue et quelqu'un qui nous rédige. En fait, tout le monde n'écrit pas bien. Et il y a un moment, faut l'accepter. Il y a des contenus qui ne sont pas du tout fluides. Je le vois souvent quand je vais visiter des musées où je me dis mais qu'est-ce que c'est mal expliqué, c'est pas du tout contextualisé. En fait, les rédacteurs web, les bons rédacteurs web vont réussir vraiment à contextualiser et à rendre l'écrit accessible, facile et agréable à lire. Et ça, en fait, on en a besoin partout, dans toutes les communications, même des descriptions YouTube, partout. Exactement, c'est un peu comme le design, il y en a partout, mais on s'en rend pas compte. Non, mais c'est vrai que c'est la base de l'évolution humaine aussi, oui. L'écriture, la communication. Et on pourrait dire, oui, mais alors il y a l'intelligence artificielle qui peut remplacer ça. Eh bien, pas du tout, en fait. Plus on s'intéresse à l'écriture et plus on voit que non, en fait, on peut pas déléguer à l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle va nous faire du Jiffy alors que le rédacteur web va nous faire qu'est-ce qu'il y a j'allais dire du Gucci, mais je suis pas très marque, je suis pas très il va faire l'artisan qui fait de la poterie raku depuis 20 ans, quoi. Justement, tu parles de l'IA. Pour toi, c'est quoi l'avenir justement des métiers de l'écriture? Comment l'IA s'intègre avec? Comment on vit avec l'IA dans ces métiers-là, même dans les métiers créatifs pour toi? Il faut absolument réussir à l'implémenter dans son propre fonctionnement. Il faut absolument la recevoir, la comprendre et apprendre à la piloter. Parce que l'intelligence artificielle toute seule, si tu lui dis coucou, rédige-moi un article sur les carottes, il va te le faire. On peut lui poser la question là. ChatGPT va nous faire un article sur les carottes. Par contre, il y aura pas d'angle spécifique, même si on lui dit, alors si on a le malheur de lui dire copyrighté, il va nous sortir explorons ensemble, voyons tout de suite maintenant. Voilà, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Donc, il faut apprendre à le piloter et pour le piloter, il faut avoir une compétence en amont. Je donnais l'exemple dans une des chroniques de l'appareil pour faire des échographies. C'est un super outil. Maintenant, Clem, on te donne l'appareil pour faire des chorégraphies et on te donne tout, le gel, machin, on te dit vas-y. Eh ben, t'en fais rien, en fait. Ça a beau être le meilleur outil du monde, si tu n'as pas les connaissances en amont, t'en fais rien. Et c'est marrant parce qu'on entend tout le monde qui fait du SEO avec l'intelligence artificielle. Non, mais interrogez-vous sur le résultat et sur le fait que tout le monde utilise le même outil et que donc tous les contenus se ressemblent et que hier encore j'ai vu qu'il y avait une nouvelle publication comme quoi
Google allait pénaliser les mauvais contenus rédigés par IA. Il va les faire descendre dans les résultats. Google veut plaire aux lecteurs, aux internautes. Donc, c'est en faisant du bon contenu qu'on va plaire aux lecteurs et donc qu'on va plaire aux algorithmes et pas l'inverse. Il y a plein de gens qui croient que le SEO, c'est plaire aux algorithmes, mais pas du tout. Il faut plaire aux lecteurs qui, par leur utilisation, leur réaction face à du contenu, vont indiquer à l'algorithme que ce contenu est bon. Donc, il faut plaire aux lecteurs. Et donc, l'intelligence artificielle va s'essouffler parce que les gens vont être fatigués de lire toujours la même chose. C'est du contenu consanguin, pour reprendre l'expression de certains chercheurs. On prend du contenu déjà existant, on le recycle. À partir de ce contenu recyclé, on a quelqu'un d'autre qui va le reprendre, qui va le recycler, et qui va le recycler, et qui va le recycler. Et voilà. Et du coup, le rédacteur web, quand tu dis qu'il doit apprendre à le piloter, c'est quoi tes meilleurs conseils par rapport à ça ? C'est déjà n'utiliser l'IA qu'à partir du moment où on est formé à la rédaction web SEO et où on comprend les bases du référencement naturel. À partir de là, on peut lui donner des consignes exactement comme on le ferait avec un assistant ou comme on le ferait à soi-même. Toutes les questions qu'on va se poser nous-mêmes et toutes les méthodes qu'on a apprises, on va les appliquer avec l'IA. On va lui dire, on va pouvoir aller chercher des mots-clés, les utiliser, dire voilà ma liste de mots-clés, j'avais rédigé cet article, est-ce que j'ai oublié d'en placer, brainstormer avec l'IA, lui dire, mais écrire soi-même le premier jet et après éventuellement le réutiliser. Mais l'IA, c'est pas uniquement dans la génération de texte, comme tu le sais, ça va être aussi... tout à l'heure, je parlais d'un client qui nous envoie un vocal sur WhatsApp, un vocal de 15 minutes pour nous expliquer une expertise, ça peut être un avocat ou autre, ou un médecin, et qui veut qu'on fasse une chronique à partir de ça. On va pas s'embêter à mettre play et écrire, pause, play, écrire, non, on va utiliser un outil d'intelligence artificielle qui va nous extraire le contenu écrit, et là, on va faire copier-coller, et on va faire nettoyer le contenu par l'IA. On va pas y aller à l'ancienne. Il y en a même qui utilisaient des pédales pour faire play, pause. Non, il y a un moment, bien sûr, utilise l'IA, tu vas pas être anti-IA quand même. Ouais, c'est drôle parce qu'on a fait justement un workshop sur l'IA avec nos élèves et on l'offrait en bonus quand une personne s'inscrivait à une de nos formations. Et j'ai une personne qui m'a envoyé un email en mode « l'IA, c'est de la merde en barre, qui s'est énervée sur l'IA en mode « t'es en train de faire la promotion d'un monde pas désirable et tout, mais l'IA est là. » Tu peux faire semblant qu'elle n'existe pas, ou tu peux prendre le parti que tu vas être totalement sans IA et ça va être ta marque de fabrique. Mais c'est comme dire, quand t'étais graphiste il y a 100 ans, t'avais de grandes chances d'être en typographie à venir installer les petites lettres dans les cases du journal. Ce métier, il a disparu assez vite dès qu'il y a eu les ordinateurs. Et on pouvait rester en mode « non, mais moi je suis en colère, je veux pas que ça change ». Sauf que ça évolue. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus de graphistes qui le font, ça. Ou alors, c'est vraiment leur marque de fabrique et c'est des commandes où il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est du haut de gamme. Mais on travaille avec des outils numériques, on travaille avec Internet. Tu peux pas dire que ça n'existe pas, quoi. Et surtout, tu peux décider de bien l'utiliser. Oui. Nous, quand on apprend à nos élèves à bien utiliser l'IA, là, je suis en train d'écrire un livre sur l'écriture assistée par l'intelligence artificielle. Tout mon premier chapitre et l'introduction et tout sera sur une utilisation éthique de l'IA. Et l'importance de ne pas reproduire du contenu. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que utiliser l'IA telle qu'elle, c'est recycler à l'infini du contenu déjà existant et en plus de tout l'aspect perte de valeur ou pollution numérique avec quelque chose qui ne sert à rien puisqu'en fait on a pris quelque chose, on le mélange, on le republie, on recrée du contenu, on pollue avec du contenu qui ne sert à rien puisqu'il existait déjà. En plus de ça, il y a un autre aspect dont on parle très peu et qui, moi, vraiment me tient à cœur, c'est le fait que l'intelligence artificielle se base sur du contenu préexistant. Et aujourd'hui, on a le féminisme qui se fait de plus en plus entendre. Mais le contenu qui est sur Internet, c'est quoi à l'heure actuelle ? C'est du contenu très axé, très sexiste, et c'est du contenu qui a été créé majoritairement par le patriarcat. Donc on va se retrouver avec, quand on utilise l'IA, avec des stéréotypes, Google Traduction qui va te traduire nurse en infirmière et des choses comme ça.
Donc non, il faut continuer à militer, créer du contenu inclusif, avec la mixité à tous les niveaux, et du contenu aussi féminin et tout ça. Et c'est un peu comme les réseaux sociaux. J'aime bien rappeler ça parce qu'il y a des élèves à nous qui ont peur des réseaux sociaux et tout. En disant c'est pas bien. Tu peux prendre un marteau et faire du mal à quelqu'un et lui taper dessus, ou tu peux prendre un marteau et bâtir une maison et faire quelque chose de positif qui va peut-être abriter une famille qui en a besoin. Et c'est vraiment côté magie noire, magie blanche en fait. Le feu, tu peux cuire des aliments, tu peux retirer, tu peux faire plein de choses avec le feu, ou tu peux faire des catastrophes, ouais. Et oui, c'est exactement ça. Parmi toute ton expérience professionnelle, ce serait quoi le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? C'est marrant parce qu'on en rigole encore aujourd'hui, Antoine Pétavin, qui cartonne sur Internet et qui était l'un de mes meilleurs clients pendant des années, qui m'a fait beaucoup confiance. Alors, comme il m'a fait confiance, du coup, son mauvais conseil Mais qui m'a dit, pourquoi tu veux faire un blog sur la rédaction web et encore moins une chaîne YouTube? Les gens s'en foutent, mais alors totalement. T'auras 3 abonnés. Et là, on est sur le point d'en avoir 30 000. Donc, comme quoi, heureusement que je l'ai pas écouté et que j'ai pas continué à faire des trucs autour de je récupère mon ex qui ne m'intéressait pas du tout. Ça m'a beaucoup fait rire, encore une fois, mais écrire des contenus là-dessus, c'était limite. Et bah oui, je comprends que c'était pas ton idéal. On avait justement une interview juste avant avec Manon, qui est rédactrice web, et où son tout premier contrat, c'était sur comment remuscler son périnée. Là, c'était pas tellement aligné avec ce que je voulais faire. Et où bah justement, après, tu peux aller chercher des clients avec qui tu t'éclates. Et bon, Lucie, t'as fait pas mal d'interviews autour de tout ce que tu fais. Et est-ce qu'il y a quelque chose, ou même tu es assez public, on voit beaucoup de tes contenus, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on a tendance à te critiquer, mais dont tu es extrêmement fière? Oui, et je ne cède pas. Il se trouve que notre approche chez Formation Rédaction Web est très intellectuelle. On est vraiment axé sur le fait de donner la canne à pêche et pas le poisson. Dans nos contenus, on part du principe que les gens sont intelligents et vont prendre le temps de réfléchir avec une approche presque, je ne dirais pas philosophique, mais une approche holistique de leur métier. Et on n'avait pas du tout envie de former des exécutants, parce que moi, ce qui me plaît dans la rédaction web, c'est le fait de prendre plein de choses en compte, de prendre la psychologie du client, de prendre en compte l'actualité, le contexte, de prendre les valeurs qu'on a envie de porter, de donner du sens à ce qu'on fait. Et en fait, ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager dans ma formation. Et alors, on a la plupart des élèves qui sont très contents de ça et qui nous ont choisis pour cette raison. Et puis, on a les autres qui vont râler en disant... oui, bah Lucie, elle nous dit pas quel outil SEO on doit utiliser, elle nous dit pas qu'on doit acheter tel outil SEO et tout. Mais en fait, moi, j'ai pris le parti de ne pas promouvoir d'outils SEO, parce que je pense que le cerveau humain est bien plus utile que la plupart des outils SEO, et que les outils SEO, par exemple, les plus efficaces sont les outils gratuits. Et on nous reproche ça, parce que on demande un effort intellectuel aux gens, au lieu de se reposer en se disant j'ai acheté ça donc je suis doué. Ils doivent se dire j'utilise des outils gratuits et c'est à moi d'expliquer et de manier mon truc. Sauf que les gens qui font ça ont de meilleurs résultats que ceux qui achètent le produit, en fait. Et moi, j'ai voulu faire passer la qualité de mon enseignement avant le fait de récupérer des coms sur un produit en lequel je crois pas. Et je suis critiquée là-dessus parce que les gens ne comprennent pas pourquoi j'essaie pas de leur vendre un outil alors que les autres leur en parlent. Mais pourquoi les autres leur en parlent? Parce que les autres veulent leur commission sur ces outils. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant. Parce que plein de fois, je me suis dit, ouais, allez, je vais les prendre comme partenaires et puis je vais vendre plein de forfaits à 500 balles en lesquels je crois pas. Je pourrais faire ça. Et je le fais pas. Et je suis fière parce que ça fait 6 ans que je tiens et qu'on tient à dire qu'on n'utilise pas d'outils ou des outils gratuits et qu'on continue avec notre truc de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Des jambons.
Si tu avais un panneau 4x3 dans le métro pour faire passer un message que tu voudrais qu'un maximum de personnes voient dans Paris, par exemple, ou dans une ville qui a un métro, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Par rapport à ma formation, parce que ton message, le message que tu portes. Si tu avais un message ou dans le ciel, tu avais un avion. Un des messages qui me tient le plus à cœur et qui est la base de tout, c'est de développer son esprit critique. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes de ce monde, l'anxiété des Français, la surconsommation, l'écriture inclusive, les problèmes qu'on peut avoir autour du féminisme, de l'écriture inclusive et tout, les gens qui se ruinent à acheter des choses qui ne leur correspondent pas. La plupart de la colère aujourd'hui, en tout cas en France, vient très souvent du manque d'esprit critique. Les gens se laissent embarquer dans des tunnels de vente. Les gens se laissent embarquer. T'as des gens qui pensent qu'un sac Louis Vuitton, ça va les rendre heureux. T'as des gens qui pensent que acheter une formation, ça va changer leur vie. Peut-être que ça va changer leur vie, mais comprends que c'est ton action aussi et que c'est pas un miracle en fait qu'il va falloir travailler derrière. Et en fait, et aussi le fait que cet esprit critique, il fait aussi écho à ces 73% des gens qui ne lisent que les titres des articles et qui ne lisent pas les articles. Et après, les gens vont aller débattre sur des choses qu'ils n'ont pas comprises finalement. Donc je pense que si les gens développaient leur esprit critique, l'enseignaient aux enfants, on consommerait mieux et on serait moins anxieux et on communiquerait mieux entre nous avec beaucoup moins de débats stériles. C'est parfait. Voilà, donc du coup, développez votre esprit critique ou taisez-vous. Ou taisez-vous. Ou abstenez-vous. Ouais, parce que ça fait des débats en politique aussi, hein, mais vraiment. Ouais, exactement. Donc je me dis ok, on fait le boulot avec les petits aventuriers pour développer ça, donc c'est cool. Lucie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si une personne est intéressée par la rédaction web, c'est quoi le meilleur canal par les métiers de l'écriture digitale pour te retrouver? Alors déjà, ma chaîne YouTube, si vous voulez apprendre des choses, naviguer dessus, il y a des centaines de vidéos avec beaucoup de contenu gratuit. Si vous voulez vous former avec nous, vous allez sur formationredactionweb.com, vous verrez les différentes formules. Et comme on a beaucoup de formules, je sais que c'est pas hyper organisé niveau UX design, parce que ça change trop souvent. Mais bref, vous pouvez complètement prendre rendez-vous avec notre équipe. On a le WhatsApp, on a par email et on fait aussi des permanences téléphoniques si vous voulez échanger avec quelqu'un de l'équipe pour savoir quelle est la formule qui vous correspond le mieux. Et puis la newsletter, je fais des chroniques sur LinkedIn qui ressemblent un peu à l'échange qu'on a eu où il va y avoir des réflexions beaucoup plus globales. Et puis après, bien sûr, mes livres, mes livres chez Erol ou mon carnet de rédaction web chez Vuibert. Voilà, et bien sûr, suivez-nous aussi sur Celle qui ose parce que c'est un super média avec des super interviews. Tu veux nous en parler un petit peu plus d'ailleurs de Celle qui ose, qu'on n'en a pas parlé là, mais c'est intéressant de voir que tu as créé un projet à côté de ton projet, on va dire business. Tu as ton projet plutôt de cœur, nous on appelle ça des projets clés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors Celle qui ose, c'est un média, donc c'est un site internet avec des articles souvent optimisés, puisqu'il y a certaines de mes élèves qui participent. Et donc, on va parler de parcours de femmes audacieuses. On va les présenter, alors ça peut être des artistes, des comédiennes, des scientifiques, des entrepreneurs, vraiment toutes les femmes audacieuses. Et donc, ce média n'a aucune pub dessus. Donc il n'y a aucune pollution visuelle, c'est un parti pris. Et on a une illustratrice, Violaine, qui est une ancienne de mes élèves et qui m'avait énormément touchée parce qu'elle a eu le syndrome de Guillain-Barré. D'ailleurs, je fais la pub pour son superbe livre Patiente, où elle raconte qu'elle a été enfermée dans son corps à 29 ans avec une paralysie quasi totale, les yeux ouverts même pendant plusieurs mois. Et donc Violaine aujourd'hui est handicapée et c'est elle qui fait toutes nos illustrations
à la main, avec sa tablette graphique. Et Celle qui ose, c'est un média 100% créé par l'humain. On a beaucoup de trafic dessus. Et que ce soit dans l'écriture, dans les illustrations ou dans tout ce qu'on publie, tout est fait à la main. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche et ça plaît, parce que ça va complètement à l'encontre de tout ce qui se fait actuellement. Et c'est un média qui n'est pas, malheureusement pour moi, monétisé, puisque je ne veux pas le polluer avec de la pub. Et donc je le finance à 100%, voilà, avec mes petits sous-sous, mais parce que c'est un projet passion. Et aujourd'hui, je suis rentrée en France depuis à peine 1 an et je suis beaucoup invitée à des avant-premières au cinéma, avec des rencontres avec des femmes. Je suis très très contente là d'avoir pu interviewer une réalisatrice de chez France TV. Là bientôt on a Barbara Butch qui nous a dit oui, certainement pour la semaine prochaine. On a là une journaliste connue de LCI avec un superbe habillage sonore sur le podcast qui va sortir cette semaine. Et le podcast là de Marie-Aline Melli qui raconte son voyage en Ukraine en tant que journaliste. On a mis un habillage sonore avec des bombes, des chants de femmes ukrainiennes et tout. Je l'écoutais tout à l'heure en baladant dans ma forêt autour de chez moi et j'en ai eu les larmes aux yeux. Je suis très 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 fière de ça. Heureusement que j'ai une activité à côté qui me permet de vivre, mais cette activité à côté, elle m'a permis de pouvoir créer et penser. Et je terminerai sur une dernière information qui me tient vraiment à cœur, c'est que dans l'entrepreneuriat, tout ce qu'on voit sur Internet, la plupart des gens qui parlent de liberté financière vont parler de voyager, de boire des mojitos, de se mettre dans un hamac, de s'acheter des Lamborghini ou d'aller vivre à Dubaï. Eh bien, hier, j'ai pris conscience, c'est tout neuf, que en fait, moi, ma liberté financière, elle me permet de me dégager du temps pour penser. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pas née avec une petite cuillère dans la bouche et j'ai travaillé très tôt. À 6 ans, j'étais déjà en train, pendant toutes les vacances, de faire les marchés avec mes parents. Et donc pour avoir le temps de réfléchir, de se cultiver, de nourrir son cerveau, il faut avoir du temps. Et moi, en fait, cette liberté, entre guillemets, financière, je l'utilise comme ça. Et pour essayer de créer du contenu qui me touche et du contenu que j'aimerais entendre. Et ça passe par mes chroniques LinkedIn, et par Celle qui ose. C'est trop bien, parce que ce que tu racontes, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire avec les petits aventuriers, qui est financé par ça, et où en fait tu essayes d'avoir de l'impact, d'apporter quelque chose, ta pierre à l'édifice à travers tout ce que tu crées, et c'est super beau. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer aussi comme message à nos élèves, essayer de monter des projets dans lesquels vous allez vous éclater, parce que mine de rien, Celle qui ose, tu te crées un réseau incroyable grâce à ça. Ouais. Tu montres tes compétences aussi, tu t'éclates parce que c'est un média dans lequel c'est tes valeurs que tu transmets et c'est un peu ton étendard, donc c'est aussi un projet signature qui est hyper inspirant. Donc voilà, j'espère que ça va inspirer les personnes qui nous écoutent à lancer leur projet et ils peuvent le faire petite étape par petite étape, mais c'est super chouette de voir que ce média auquel tu tiens tant est aussi une part de ta liberté que tu as créée avec formation rédaction web. Merci beaucoup Lucie pour cette interview, et on va se retrouver dans le nouveau format YouTube qu'on va tester. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour tester ça ensemble. Merci de m'avoir écouté jusque-là et merci Clem pour tes questions. Si t'es encore là, c'est peut-être que t'as envie de te lancer en freelance, mais que ça fait des années que tu recules le grand saut. Alors on a créé un événement pour toi, le bootcamp des créateurs nomades. L'objectif, c'est que tu puisses toi aussi travailler de n'importe où dans le monde, que tu partes du bon pied, que tu évites les écueils des freelances qui galèrent et que tu puisses choisir tes projets et dire bye bye président. Pour t'inscrire, c'est juste en dessous, ça aura lieu du 1er au 10 avril, c'est gratuit, il va y avoir des lives, des replays, des workbooks, une communauté de feu pour te soutenir, une motivation au top, et ça va permettre de te lancer enfin, et ça sans prendre de risques financiers. Inscris-toi maintenant parce qu'il te reste que quelques jours pour participer.